593e journal de bord. Jean-Marie Le Pen, bonjour. Bonjour. Alors, le Covid. D'abord, est-ce que vous croyez qu'on a raison d'avoir peur ? Je crois qu'on exagère un peu peut-être les mauvaises nouvelles. Il me semble que si on s'en tient au nombre des morts annuels, il n'y a pas une grande différence avec les années précédentes. Donc, certainement, on doit inciter les citoyens à la prudence et au maintien des distances réglementaires, mais sous cette réserve, il y a une poussée épidémique, c'est sûr, mais on ne voit pas d'ailleurs quel autre moyen que ceux que va utiliser le gouvernement pourrait-il le faire. Alors, pour préciser, nous enregistrons ce blog le mercredi. Ce soir, le président de la République parlera et nous diffuserons le journal de bord demain matin. Donc on est obligé d'anticiper sur ce que va dire le président Macron. Oui, mais je ne peux pas savoir. On ne peut pas savoir. Les journalistes se battent les flancs depuis une semaine pour essayer de deviner ce que va dire le président ou utiliser les fuites qu'ils ont dans les ministères. Mais ça ne me paraît pas d'ailleurs de bonne méthode démocratique, ça. Le président va parler, il n'y a qu'à attendre qu'il parle. Et puis c'est à partir de ce qu'il dira qu'on peut réagir. En revanche, on peut dire que vous avez été plusieurs fois candidat à l'élection présidentielle, ce qui veut dire que vous auriez pu être le président de la République et que donc, de ce point de vue-là, vous avez votre interprétation par rapport aux informations dont vous disposez, qui sont celles de tout le monde, bien sûr. Nous n'avons pas d'informations particulières, vous n'avez pas d'informations particulières. Non, je n'ai que d'informations d'ailleurs que par les médias. Que par les médias. Mais tout de même, cette responsabilité, vous auriez pu l'exercer. Je vais vous demander de vous mettre dans cette position. Vous êtes le président de la République confronté à cette situation. Quelle est la philosophie qui vous aurait inspiré ? Écoutez, je pense qu'il faut mobiliser toutes les forces, en particulier hospitalières. Il me paraît que là, il y a une faiblesse, qu'on n'a pas pris peut-être les dispositions nécessaires, mais pas seulement contre le Covid, sur le plan général de l'organisation hospitalière française. Et c'est d'ailleurs pourquoi je demandais depuis plusieurs semaines la réouverture de l'hôpital du Val-de-Grâce, l'hôpital militaire du Val-de-Grâce, qui dispose de plusieurs centaines de lits et qui pourrait d'ailleurs avoir un rôle en quelque sorte clé dans le domaine de la lutte contre les épidémies, parce que nous connaissons aujourd'hui cette épidémie, mais nous pouvons en connaître d'autres, peut-être plus graves, peut-être même d'origine militaire, étrangère, dans le cadre d'une belligérance quelconque. La guerre bactériologique, c'est quelque chose qui doit être prévu par les gens qui dirigent les nations d'aujourd'hui, aussi bien que d'autres guerres, formes de guerre classiques. Alors, nous allons y venir, parce qu'on ne va pas parler de la situation à l'étranger, notamment de la Turquie, mais dans les menaces qui couvent et qui mobilisent le monde musulman, je mets des guillemets, il y a les attaques informatiques. Et j'y pense parce que la bactériologie, ce sont des virus, mais le mot virus s'adapte aussi aux ordinateurs et donc à tout le système qui pourrait s'effondrer s'il était paralysé. Est-ce que vous vous sentez vivant dans un pays qui est prêt, ou bien est-ce qu'on est en juin 40 et que ça va recommencer ? Non, mais en général, celui qui est attaqué est moins prêt que celui qui l'attaque. L'initiative est généralement du côté de l'agression. Oui, mais à ce moment-là, c'est à nous d'attaquer peut-être. Ah oui, ça paraît bien difficile dans l'état d'esprit démocratique moderne de prendre des dispositions de ce type. Restons sur le Covid. Qu'est-ce que ça va changer dans votre vie ? Parlons de Jean-Marie Le Pen. Bon, imaginons que dès jeudi soir, c'est-à-dire une journée après la déclaration du président de la République, ce soir, il faille revenir à cet esprit de confinement, avec ce dilemme, sacrifier l'économie pour sauver quelques vies, même si elles sont importantes, ou bien sauver l'économie et la force résiduelle de la France dans ce climat, même s'il peut y avoir quelques morts de plus. Moi, je pense qu'on ne peut pas sacrifier totalement l'économie, ni pousser le pays totalement à la ruine. Il faut faire front contre l'épidémie avec les risques qu'elle comporte quand même dans une certaine mesure. On ne se mettra jamais totalement à l'abri des résultats des attaques de l'épidémie. Alors certains disent, chez les jeunes gens, nous sommes, à cause de cette situation, privés de nos loisirs et donc nous devenons une génération sacrifiée. Oui, mais ça, je dois dire que c'est un sacrifice que les jeunes peuvent consentir. Après tout, c'est mieux que celui de la vie qu'on a demandé à tant de leurs prédécesseurs
1,5 million de morts en 14-18 et 4 millions de blessés, 800 000 au cours de la Deuxième Guerre mondiale, plus la guerre d'Indochine, la guerre d'Algérie, etc. Les jeunes d'aujourd'hui n'ont pas de raison de s'angoisser de leur avenir plus que ne l'ont fait les générations précédentes, alors qu'ils assument leur part de risque, me paraît normal, et qu'ils se privent de quelques sorties festives, me paraît non pas inhumain. Il vaut mieux un dîner oublié qu'une gueule cassée, peut-être. Oui, sans doute, oui. Oui. Quel regard vous portez sur cette jeunesse française ? Oh bah écoutez, pour l'instant, elle a l'air relativement saine, mais elle ne me paraît pas très préparée à des épreuves de grande dimension. Et c'est en cela que l'éducation, le service militaire, l'encadrement religieux qui s'est effondré, il faut le dire, et toutes ces raisons ont de quoi inquiéter une population qui est individualisée et par conséquent qui n'a pas forcément les nécessaires réflexes d'unité qui seront nécessaires en particulier dans les conflits. Un mot peut-être sur l'homogénéité du peuple français dans ses composantes d'aujourd'hui. Comment est-ce que vous ressentez cela ? Est-ce qu'il n'y a que des Français en France dévoués à l'esprit patriotique ? Le grand problème que pose d'ailleurs, y compris les menaces de la Turquie, dont je rappelle au passage qu'elle a 100 millions d'habitants, auxquels il faut ajouter les 150 millions de turcophones, et les consignes de Erdogan d'avoir beaucoup d'enfants. Erdogan a dit la famille turque, ce n'est pas 3 enfants, c'est 5 au moins. Par conséquent, il y a dans sa diplomatie interne et externe, il y a une volonté évidente de rouler les épaules. Par conséquent, on doit en tenir compte en se souvenant tout de même jusqu'à la fin du XVIIe siècle, les Turcs ont menacé le cœur de l'Europe, puisque c'est à Vienne qu'ils ont été battus, heureusement, mais que par conséquent, ces phénomènes sont latents, et que la poussée arabo-musulmane en Espagne, la poussée de la Turquie dans les Balkans, ça s'additionne avec le mouvement de migration qui, depuis plusieurs décennies, envahit progressivement une Europe démographiquement faible, et il y a chez nous maintenant des centaines d'espaces de non-droit qui constituent autant de menaces en cas de belligérance généralisée. La situation n'est pas simple. Quand et Erdogan, elle nécessite beaucoup de vigilance. Le responsable turc, M. Erdogan, menace directement, dans des termes extrêmement peu obligeants, le président de la République française, est-ce que vous pensez qu'éventuellement il se sent assez fort pour se le permettre ? Je veux dire par là que le poids des Turcs et des turcophones, en général dans l'Europe occidentale, ça concerne l'Allemagne, ça concerne la France, lui paraît jouable comme élément de déstabilisation. Je crois qu'il y a plusieurs millions de Turcs en Allemagne, qu'en France il y en a plusieurs centaines de milliers, qui s'ajoutent d'ailleurs à d'autres, car le phénomène migratoire est un de ceux qui devra être résolu, et si l'Europe veut sauvegarder sa capacité d'indépendance, il faut qu'elle procède, dans les années à venir, plutôt à un mouvement de remigration qu'à un mouvement de migration tel qu'il est autorisé aujourd'hui par le laxisme de nos lois. Alors la remigration, ça veut dire le départ, plus ou moins accepté ou forcé, d'une partie d'une population qui se trouve actuellement sur le territoire. En particulier de toutes celles qui se déclarent comme étant incompatibles comme mode de vie avec nous-mêmes. Voilà, il faut savoir que les étrangers qui viennent chez nous doivent savoir qu'ils doivent se plier à nos règles, à nos coutumes, et non nous aux leurs. C'est clair, ça. Il est encore temps ? Il est encore temps ? Il n'est jamais trop tard pour bien faire. Mais pratiquement ? Pratiquement oui. Mais le plus vite on en prendra conscience, et plus vite on prendra les dispositions courageuses qui sont nécessaires. Mais il faut faire savoir, en rappelant le chiffre principal, qui est l'explosion démographique du monde,
passer en 50 ans de 2 milliards à près de 8 milliards d'habitants. Par conséquent, la pression sur la zone boréale, c'est-à-dire l'Europe et la Russie, qui sont plutôt démographiquement faibles, va être de plus en plus forte. Il faut donc se disposer, se préparer à résister tant en ayant les populations nécessaires, en encourageant la natalité plutôt qu'en la freinant avec différentes lois, et en effet prendre des dispositions diplomatiques et éventuellement militaires pour défendre notre indépendance. Éventuellement militaire, jusqu'à quel point? Oh, il n'y a pas de limite dans ce domaine-là. On proportionne la riposte au poids de la menace. Mais le fait que ça ne se présente pas sous la forme d'une armée étrangère... mais actuellement, ce qu'il y a de plus grave, en effet, c'est que c'est l'invasion de notre temps est une invasion civile contre laquelle nous ne sommes pas psychologiquement préparés, comme nous l'avons été au long des siècles, contre les invasions militaires. Donc il y a là une prise de conscience qui doit être faite au plus tôt pour ne pas être justement débordé et qu'il soit trop tard. Alors la Turquie... Je vous rappelle au passage que la première affiche du Front National en 1972, c'était avant qu'il ne soit trop tard. C'est donc que nous avions le sentiment que la menace était prégnante. Alors nous parlons de la Turquie, c'est déjà l'étranger. 2 mots, ce qui se passe au Haut-Karabakh et donc ce qui se passe pour les Arméniens qu'on est en train de lâcher. Cela me paraît bien difficile parce que le Haut-Karabakh est en effet totalement isolé au milieu de l'Afghanistan et je ne vois pas très bien comment, à part une mobilisation mondiale, comment on pourrait faire pression sur ce gouvernement, mais nous avons des moyens. Alors Président, vous avez dit Afghanistan, c'est plutôt Azerbaïdjan, pardon. Oui. Excusez-moi, je me suis trompé. C'est l'Azerbaïdjan, c'est ça. Les Azéris, oui, absolument. Pardon. Je crois que la situation des Arméniens est dramatique. Et ça ne sera pas la première fois que les populations chrétiennes seront jetées à la mer. Elles le furent en 1920 par les Turcs en Asie mineure. Et la menace qui pèse sur les îles du Dodécanèse et sur les îles de la mer Égée n'est pas illusoire. Par conséquent, ce sont des figures que nous devons affronter et nous préparer aux menaces qui peuvent peser sur nous. La semaine prochaine, dans le prochain blog, un événement international se sera produit, ce sera l'élection du président des États-Unis. Alors... Un éléphant, ça trompe. Ça trompe énormément. Dans l'intérêt de la France, après tout, Biden ou Trump? Rien à dire. Nous observons... moi, je souhaite la victoire de Trump parce que j'ai des grandes réserves à l'égard de la politique des démocrates et de Biden, mais sous cette réserve, je suis extérieur, non pas participant. La dernière fois, vous aviez vu venir Trump de très loin. Oui, je crois encore que Trump peut gagner. Je crois même qu'il va gagner, mais... somme toute, je croise les doigts. Vous savez que 80 millions de votes anticipés ont déjà eu lieu, chiffre jamais atteint dans les élections américaines. Oui, mais ça, on ne peut pas savoir. Donc il y a une polarisation totale. On ne peut pas savoir à qui cette mobilisation profite. Revenons en France. Vous allez regarder ce soir le président de la République comme un citoyen discipliné. Absolument. Vous allez quand même mentalement vous mettre à sa place, puisque c'est une position que vous auriez pu occuper, et vous avez fait tout ce qu'il fallait pour ça. Oui, mais il y a des informations que je n'ai pas. Par conséquent, je suis, comme tous les citoyens, obligé tout de même, dans une certaine mesure, de lui faire confiance. Et d'ailleurs, il y a eu une unité nationale face à la Turquie, au rodomontade de M. Erdogan. Mais en regard des phénomènes généraux de la politique, on ne peut pas compter sur une unité nationale pour la bonne raison que la règle démocratique veut justement que l'action du gouvernement soit critiquée par l'opposition.
Par conséquent, il n'y a rien de très normal aux critiques qui sont apportées aux mesures qui sont prises, quelles qu'elles soient, et dans quelque cadre que ce soit. Il y avait hier une consultation par le Premier ministre des personnalités politiques, les leaders de partis, etc., qui a déçu tout le monde, puisque le Premier ministre leur a dit « Je ne peux rien vous dire de ce qu'on va faire, mais je veux écouter ce que vous proposez ». Et tout le monde est sorti extrêmement blessé, radicalisé, y compris Marine Le Pen d'ailleurs, qui a parlé de situation en absurdie. Et tout ça se passe dans le décor de Matignon. Il semblerait tout de même qu'il y ait des difficultés pour imposer un style de gouvernement qui soit crédible vis-à-vis de partenaires politiques légitimes. Oui, mais enfin, la division entre des responsabilités entre le président de la République et le Premier ministre est la source de ces ambiguïtés. Puisque le président doit parler, il est bien évident que ce qu'a à dire le Premier ministre n'a pas une grande importance compte tenu du fait que c'est la voix présidentielle qui l'emporte, qui fera règle. Pas de lecture cette semaine, Monsieur Le Pen? Si, j'avais une lecture, mais je ne l'ai pas dans les mains, donc par conséquent, on le reportera la semaine suivante. Dans l'esprit, c'était quoi? A priori, comme ça, je ne l'ai pas à l'esprit, je n'ai pas le titre. Nous avons créé le suspense, ce sera pour la semaine prochaine. C'est ça. Merci Jean-Marie Le Pen. Moi aussi, je fais mon petit suspense. Merci Jean-Marie Le Pen.